Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est avec Souley et Eliam et on va essayer de vous donner quelques tips pour améliorer sa programmation et globalement avoir plus de progrès et avoir quelque chose de plus efficace. Avant de commencer, évidemment, on vous rappelle qu'on travaille avec NutriPure parce qu'on considère que c'est les meilleurs compléments alimentaires du marché. Vous pouvez tout simplement commander sur le site avec notre code stratège pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. C'est les compléments qu'on utilise, qu'on recommande à nos athlètes. Donc voilà, si vous voulez ce qu'il y a de mieux, je vous recommande vivement d'aller sur le site de NutriPure. Bon, du coup, Souley et Liam, je vous prends tous les deux là. Si vous deviez donner genre un tips pour améliorer la programmation genre de manière nette. Genre, si tu as un truc à donner, quelqu'un qui connaît pas du tout la force, il connaît peut-être un peu le monde de la muscu, prépa physique, l'entraînement de manière générale, mais pas du tout la force. Si tu devais lui donner un tips pour devenir plus fort, pour devenir plus efficace. Bien de couper l'herbe sous le pied, tu vas bien avoir le seum. Alors, pour moi, ce qu'il faut pour faire une programmation efficace et qui est efficace dans le temps, surtout, c'est de faire une programmation qui est simple, tu vois. C'est-à-dire une programmation qui part pas dans tous les sens, où on n'a pas 1000 variables différentes, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure très classique avec une fréquence donnée pour chacun des mouvements principaux et des exercices accessoires. Et cette structure-là, en fait, il ne faut pas qu'elle change énormément d'un bloc à l'autre. Et il faut simplement chercher à comprendre quelle stratégie de progression sera la plus efficace en fonction des objectifs, toujours. Mais en fait, si on a 1000 exercices accessoires, 1000 variations, 1000 formats même sur un même exercice donné ou même au cours d'une séance, etc., bah, après, on s'éparpille un petit peu et on ne sait pas ce qui nous fait réellement progresser, tu vois. Et du coup, pourquoi est-ce que le fait d'avoir une programmation simple, c'est mieux en fait? Bah, quand tu as moins d'éléments à analyser, tu finis par comprendre plus rapidement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait. Ok. Du coup, genre pour toi, le but, c'est genre d'essayer de trouver, je sais pas, genre une formule magique, entre guillemets, pour mieux progresser, quoi. Ouais, chacun trouve sa petite formule, sans pour autant tomber dans de l'emerging strategies, tu vois. Toujours, en fait, c'est la Faut que tu formule le magique définisses un en peu, fonction Emerging du. Strategies. Comment? Faut que tu le définisses vite fait. Si tu dis Emerging Strategies, tu peux pas Ouais, nommer comme ça, tu vois. ouais, en gros, pour emerging strategies, on trouve le bloc parfait et on le répète à l'infini. En gros, c'est l'objectif. Après, bah, factuellement, c'est un peu moins le cas parce qu'on tombe rarement sur un bloc parfait. Et même si tu arrives sur un bloc qui t'a vraiment fait progresser, tu vas quand même finir par le modifier derrière. Mais là, en gros, l'objectif, c'est effectivement de trouver une sorte de formule magique, mais ça va dépendre du contexte et ça va dépendre de tes objectifs sur un instant T. Un bloc parfait sur un instant T à X semaines d'une compétition, ça peut être un bloc horrible un peu plus tard dans l'année, tu vois. Ok. Enfin, peut-être pas horrible, le mot était fort, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 un peu abusé. Mais en fait, le truc globalement, c'est ouais, d'avoir un truc qui soit simple parce que c'est plus facile à analyser. Moi, je crois pas trop en la formule magique non plus, comme pour Emerging Strategies, mais je suis plus en mode, en fait, il faut que le bloc, il évolue. Et en fait, en fonction des problématiques que tu rencontres, parce que bah, après, si tu arrives à garder le même bloc 3 à 4 mois de suite, tant mieux. C'est ce que je fais actuellement, je progresse de fou. Mais parfois, c'est pas possible. Et à ce moment-là, il faut essayer de jouer sur, je sais pas, la charge, le nombre de séries, le nombre de reps, etc. Mais je pense que c'est vraiment bien comme tu disais, d'essayer de prendre les facteurs genre un par un pour te rendre compte si tu fais pas fausse route. Parce que si tu changes tout d'un coup, c'est difficile de retomber sur tes pattes, en fait. Yep. En Et fait, toi, moi, je pense qu'il y a une formule qui est valable à un instant donné dans un contexte particulier. Et en fait, pour tomber justement sur cette formule, on va dire, qui est magique, mais qui est magique que vraiment pendant un moment limité, il va falloir justement être assez maître des variables en fait qui composent cette formule. Et pour commencer à comprendre enfin, comment les variables font, font varier en fait la sortie, ce qu'on sort de notre bloc d'entraînement, il va falloir commencer par une formule simple, en fait. Tu vois, tu as une équation qui est simple, c'est facile d'identifier chaque variable et de savoir ce qu'elles font. Et donc, je pense que déjà, le premier conseil, ouais, d'avoir un truc simple, super important, mais surtout de le faire tourner suffisamment longtemps, en fait. De ne pas le faire varier tout le temps, d'avoir une vision assez macro, c'est-à-dire de ne pas adapter son plan peut-être chaque semaine ou de changer forcément chaque bloc sans vraiment avoir une justification précise pour avoir le temps de prendre un peu de recul sur ce qu'on voit à l'entraînement, en fait. Mm. En fait, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que j'entends souvent, c'est que, tu sais, genre, je vois des athlètes qui ont des blocs qui sont hyper compliqués avec 500 000 variables, etc. Et tu sais, qui me disent, ouais, mais moi, je progresse comme ça. Et en fait,
sais, genre, bien sûr que tu peux progresser comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as un truc qui est compliqué que tu peux pas progresser avec. Tu as des trucs compliqués qui sont hyper efficaces. Comme disait Liam, tu vois, t'as genre, sur un bloc, tu peux très bien te retrouver avec un ensemble de variables qui fonctionnent super bien. Le problème, c'est pas d'avoir quelque chose qui marche là, c'est d'avoir un truc que tu peux faire évoluer dans la durée. Parce que si ça marche juste là et que le bloc d'après il est pourri, en fait, tu as quelque chose qui est pas du tout prévisible. Et donc, bien sûr que le fait d'avoir un bloc un peu plus complexe avec, je sais pas, par exemple, moi, un truc que je fais pas trop, c'est de mettre plusieurs variations d'un même exercice dans la même séance. Par exemple, je vais éviter de faire, je sais pas, 1 x 7 deadlift, 1 x 5 deadlift pause, 3 x 2 deadlift, je sais pas, bloc deadlift, un truc comme ça. C'est pas parce que c'est quelque chose qui fonctionne pas. Il y a des gens qui peuvent super bien progresser avec. Enfin, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, comment tu fais évoluer ça? Genre, si tu veux passer au bloc d'après, ça veut dire que tu fais quoi? Tu t'augmentes une rep sur un exo, le reste, tu touches pas. Enfin, en fait, c'est trop compliqué, je trouve. Ça rend le truc vraiment pas prévisible dans le temps. Et déjà que c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'on va en être en termes de récup, en termes d'alimentation, en termes de stress dans la vie, etc. Pour en plus se rajouter une part d'incertitude comme ça, en fait. Ça rend vraiment le truc impossible à. Ouais, c'est impossible d'avoir une vision long terme comme ça, je trouve. Et puis, en fait, moi, je vois deux raisons vraiment principales de ne pas procéder de la sorte. Parce que même si tu progresses, et peut-être même tu vas progresser plus vite sur un temps court, peut-être que tes méthodes un peu, elles vont te faire progresser plus vite. Il y a deux raisons que je vois, c'est que déjà, en fait, dans un sport où tu as des compétitions super ponctuelles, pas genre toutes les semaines, en fait, il faut que tu comprennes ce qui te permet d'arriver dans un état de forme, tu vois, un peu élevé. Et donc ça va être, ça va impliquer de vraiment bien comprendre les variables d'entraînement, genre son volume et tout ça. Donc si tu as des trucs qui sont super farfelus, ça devient déjà un peu plus compliqué. Et la deuxième raison, c'est que peut-être même ta méthode, elle te fait progresser plus vite, mais tu n'as aucun contrôle sur ta vitesse de progression. Et en fait, dans un sport où on veut progresser sur le long terme, en fait, contrôler sa vitesse de progression, c'est super important. Genre, il y a des moments où tu vas devoir genre étaler peut-être sur un laps de temps un peu plus longtemps pour justement esquiver un plateau, tu vois. Genre, le fait de progresser un peu plus longtemps, un peu plus lentement, mais pendant longtemps, ça va faire qu'au final, un plateau que tu aurais eu, tu vas même pas l'avoir, en fait. Alors que si tu essayes de juste sprinter et bombarder, en fait, peut-être que bah, au final, le plateau, tu vas durer dessus et pendant, genre, je sais pas, 6 mois, un an, et que ça va te peiner plus que si tu avais été un peu plus intelligent. Et aussi, ce que je rajouterais, c'est vachement pertinent ce que tu as dit. Parce qu'il y en a qui vont te dire, ouais, mais si moi, mon objectif, c'est de progresser le plus rapidement et qu'après, bah, je cogne mon plateau et puis voilà, tu vois, c'est la vie, je reste à stagner le temps qu'il faut. Mais ce qu'ils ne prennent pas en compte, en fait, c'est l'impact mental que ça a de stagner derrière. C'est vachement plus intéressant pour un athlète de progresser peut-être un petit peu plus lentement, mais vraiment sur le long terme, parce qu'il va se voir progresser. Les chiffres, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et, et en fait, Ça, si as un gros plateau, comment? c'est qui qui a dit ça? C'est La Fontaine, non, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est Confucius, on m'a dit. Et, et en fait, le fait de se confronter à ce plateau, peut-être que derrière, ça va vous générer de la frustration. Peut-être que ça va impacter votre mental à l'entraînement, que vous n'allez pas arriver aussi déterminé. Et peut-être qu'au final, vous allez même prolonger ce plateau plus que ce qui serait arrivé. C'est-à-dire que si, par exemple, sur un an, vous rajoutez, je sais pas, je vais dire un truc pas trop élevé, genre 20 kilos de total, en partant du principe que vous êtes déjà avancé, etc. Et qu'à la place, vous auriez pu gagner 15 kilos en 6 mois et qu'ensuite vous stagnez sur les 6 mois suivants un peu plus, eh ben, la frustration générée, etc., ça fait que peut-être qu'à la fin de cette année-là, vous n'allez même pas récupérer les 5 kilos restants, en fait. Mm. Mm. Et en fait, il y a un truc aussi qui est assez intéressant, que tu as, enfin, une brèche que tu as un peu entrouverte, c'est que tu sais, les gens, ils ont tendance à se dire ouais, moi, c'est bon, il me faut une prog, une fois que j'ai la prog, c'est bon, tu vois. Hmm. Sauf que, en fait, la progression, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, s'il suffisait d'avoir la bonne recette de cuisine et, tu vois, et devenir un chef, ça serait, tu vois. Je dis ça parce que, bon, vous connaissez mes, mes compétences de cuistot. Et en fait, avoir le plan seul, ça suffit pas. Il faut le skill, ça veut dire qu'il faut la technique. En FA ou en cuisine, c'est la même chose. Comme tu l'as dit, il y a l'impact du mindset. Tu vois, honnêtement, encore une fois, je parle d'un truc que je connais pas du tout, tu vois. Mais je me dis, si tu es en train de cuisiner pour quelqu'un et que tu te dis, là, c'est sûr, ce que je fais, c'est dégueulasse. Je pense qu'il y a peu de chances pour que tu finisses et que tu pondes un classique, tu vois. Il y a assez peu de chances pour que tu sortes de là avec un truc qui soit bon. Donc,
pour moi, il y a ce truc-là, et je pense que dans la FA, il y a d'autres problématiques. Comme tu l'as dit, le fait, je pense, de stagner, ça peut te mettre dans une. Je sais pas, ça peut te conditionner à te dire, OK, là, je fais n'importe quoi, il faut que je change tout. Peut-être que je vais augmenter drastiquement mon stress à l'entraînement parce que tu vois, mentalement, ça travaille. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te blesses. Donc, en fait, même tu peux être amené à régresser par la suite. Tu stagnais, maintenant tu régresses, donc c'est nickel, tu vois, tu es bien content d'avoir speedrun tes 6 premiers mois. Et après, il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer en compte. Tu vois, il y a la nutrition, la récup de manière générale. Et en fait, c'est tellement multifactoriel que je pense que s'orienter uniquement sur la prog, tu sais, genre voir juste un petit truc, tu sais, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait, c'est impossible de progresser correctement sans avoir tous ces éléments qui fonctionnent assez bien. Quelqu'un qui va bien progresser en ayant juste une bonne prog, c'est en fait quelqu'un qui, peut-être il n'est pas au courant, mais parce qu'il a de la chance, mais il a déjà un mental qui est excellent, il a déjà une technique qui est excellente, il a déjà de très bonnes connaissances en nutrition, prépa mentale, etc. Mais en fait, ça, c'est même pas 1% des athlètes, en fait. Moi, j'en vois souvent, tu sais, des athlètes qui viennent qui disent non, mais moi, j'ai juste besoin d'une prog. Et dis ma technique, elle est OK. Tu vois la technique, tu fais frérot. C'est pour ton bien, c'est pour ta sacro-iliaque. On va tout recommencer. Ouais, le fameux ma technique, elle est OK. Et après, tu vois le deadlift canne à pêche. Non, mais Ouais, t'inquiète, c'est rond, mais c'est OK. J'ai vu sur Insta que c'était OK. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Et ouais, après, on a un peu divergé du sujet de base qui était les types de programmation, mais je trouve que c'était une intervention intéressante parce que du coup, potentiellement, ceux qui ont cliqué sur ce podcast, c'est des gens qui se disent, ouais, bah moi, il me faut juste une prog. Donc au final, tu as un peu touché dans le mille, tu vois. merci Mais pour. pas de souci. Mais ouais, sinon, sur la programmation en tant que telle, à part ne pas trop s'éparpiller, etc. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que déjà, il y a le fait d'avoir une prog simple, le fait d'être patient aussi, parce qu'il y a beaucoup de. En fait, tu sais, il y a. Parfois, il faut juste avoir confiance dans le processus et, comme tu disais, ne pas s'éparpiller. Mais il y a aussi des trucs qui demandent du temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essaient tu sais, de complexifier la chose à la mort. Tu sais, c'est la. Je sais pas si vous voyez tu sais, les mèmes avec la courbe de QI là. Ouais, 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 de ouf. Moi, situation A, tu sais, le mec est hyper bête, il fait un truc. Tu sais, au milieu, le mec il fait un truc hyper con, et en fait, le mec hyper intelligent, il fait la même chose que le mec hyper con, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le truc, c'est surtout de faire les choses bien, de les faire longtemps. Et en fait, ce qui change entre un pratiquant avancé et un pratiquant débutant, c'est pas les variations qu'on va mettre, etc. En fait, enfin, la différence là-dessus, elle est minime, en fait. Un deadlift à l'élastique, je ne le mettrais pas un débutant, je ne le mettrais pas un avancé. Dans la plupart des cas, en vrai, tu trouves toujours l'exception. Mais en fait, le truc, c'est surtout que la marge de manœuvre, elle est beaucoup plus faible pour un pratiquant qui est avancé, parce que sa capacité à progresser, elle est beaucoup plus. Enfin, elle est amoindrie. Même si on sait que la progression en force, elle n'est pas linéaire, bah, globalement, sur les dernières années, quand tu commences à être beaucoup plus expérimenté, il y a peu de chances que tu tombes sur l'AQ technique qui te permette de gagner 50 kilos sur ton total direct. Enfin, en fait, je dirais même 5 kilos pendant la séance, honnêtement, ça m'étonnerait. Évidemment, ça dépend du pourcentage, hein. Si on est sur un squat à 400 kilos, peut-être que 5 kilos de plus instant, il y a moyen, mais bon, voilà. Euh, mais par contre, ouais, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point, tu vois, quand tu bloques, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu remettes tout le système en question. Ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses les choses mieux et qu'il y a peut-être un truc que tu fais pas bien et tu t'en rends pas compte. Mais il ne faut pas commencer à aller chercher ailleurs, en fait. Tu sais, c'est du défocus. Genre, tu bouges d'un truc alors que tu étais sur la bonne voie. Et souvent, quand ça va pas aussi vite qu'il faudrait, les gens, j'ai l'impression, plutôt que de prendre des décisions rationnelles et de se dire, OK, ça veut dire que ça bloque à tel endroit, ils disent non, ça veut dire qu'il faut que j'aille explorer ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair. En fait, t'as des gens, ils sont là, ils sont en train de construire leur château, je sais pas, sur une fondation A, et ils voient que c'est lent et tout, genre que ça marche. Il a l'impression que ça marche pas trop, tu vois, parce qu'il prend pas assez de recul sur ce qu'il fait. Du coup, il se dit non, je vais aller construire un château en face. Et du coup, en fait, il passe son temps à recommencer à zéro, à dire ouais, nouvelle technique, je recommence, ouais, je vais tirer en sumo, non, je vais faire du tradis, non, je vais faire ça. Qu'au final, il construit rien du tout, en fait. Alors que c'est indéniable. Si tu es en train de spam sur un pattern genre qui est assez simple, tu vas devenir plus fort. Tu peux pas passer ta vie à faire un truc sans progresser, sans qu'il y ait aucune forme de progression. Et c'est pas parce qu'en fait, t'as pas le recul à un instant T de voir en fait comment tu es en train d'avancer que tu es en train de faire du surplace. Il y a toujours une forme de progression, même si elle n'est pas tout le temps objective. Et je sais que ça peut être frustrant dans un sport qui est super objectif,
avec des charges et tout ça. Mais souvent, en fait, il faut juste continuer de tryhard, en fait. Et même d'un point de vue programmation, des fois, tu as un bloc, tu as l'impression d'avoir fini le bloc au même point que tu l'avais commencé. Mais le simple fait d'avoir pu faire un bloc et d'être revenu au même point qu'au départ, et de pouvoir recommencer de ce point-là en ayant encaissé tout ce bloc, c'est déjà une fin en soi, tu vois. Genre, il y a des gens qui vont faire le même bloc que toi, et après, ils vont avoir besoin de, je sais pas, 1, 2 semaines pour revenir à un point où ils peuvent réencaisser la même chose. Donc, en fait, il y a vraiment plein de façons de constater la progression et ce que tu viens de faire. Et des fois, il faut prendre juste un peu plus de recul et continuer d'essayer ce qu'on est en train de faire. Genre, des cues, des techniques et tout, ça ne s'appréhende pas forcément en 1, 2 semaines. Enfin, il y a des gens qui sont très talentueux. Genre, je sais pas, par exemple, le Suleiman, juste, il faut continuer. Et puis, voilà. Il ne faut pas s'attendre à ce que ton coach il te dise tout le temps un nouveau truc parce que le truc qu'il t'a donné, il ne marche pas. Genre, enfin, voilà. Ouais, et puis parfois, c'est juste en fait, le même truc, mais tu sais, dit un peu différemment. Tu sais, c'est aussi une forme de pédagogie, tu vois. C'est que en fait, tu sais, c'est la même intention que tu recherches, mais tu le dis différemment parce que, tu sais, parfois, ça fait tilt, en fait. Ouais, de Ouais, ouf. c'est clair. De toute façon, de toute façon, le but d'une queue, c'est de simplifier un concept qui est peut-être très compliqué, tu vois. Peut-être qu'on est là, on est là, on veut que tu gères mieux quelque chose d'assez complexe. Donc, j'ai simplifié vraiment un concept compliqué d'une façon très intelligible, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a des façons de présenter quelque chose qui vont plus parler à un athlète qu'à un autre. Mais finalement, ce qu'on veut que tu fasses, une fois que tu l'as saisi, en fait, même si tu as saisi, ça ne veut pas dire que tu vas forcément d'un coup réussir à le faire, genre. Et au moins, tu sais très bien le mouvement que tu essaies de reproduire. Et c'est pas pour autant que tu seras capable de le faire du premier coup. Ouais. Bon, après, ça, je pense, ça parle à beaucoup, hein. Un pratiquant qui a au moins un an, allez, entre 1 an et 2 ans de pratique, au minimum, il va forcément se reconnaître là-dessus. Par exemple, moi, un truc qui m'avait frappé, c'est le leg drive au bench. En fait, à chaque année d'entraînement de FA, tu as l'impression de savoir leg drive au bench. Et chaque année, tu dis, ah, mais non, en fait, c'est comme ça. Et à chaque fois, tu rajoutes un truc et tu dis, ah, en fait, il faut plus que je cale mes pieds comme ça. Ah, mais je peux serrer le banc avec mes genoux. Ah, mais tu vois. Et en fait, c'est petit à petit où tu te dis, ah, mais en fait, ce qu'il m'avait dit il y a 2 ans, c'était ça. Tu vois. Et, Donc forcément, ça parle à tout le monde, je pense. et je crois que, d'ailleurs, c'est marrant. Moi, je redonne l'anecdote à la troisième personne, mais je crois que Souley, il n'y a pas une année, il m'a pas dit, ça y est, je crois que j'ai découvert le bracing au squat. Ça y est, je vais devenir trop fort. Ah, mais c'est comme ça que je dois caler mes omoplates. Mais à chaque fois, genre tous les ans, tous les ans. Et en fait, oui, en fait, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est basique. Tu sais, quand les gens parlent de bracing, ils disent non, c'est bon. Tu sais, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, non, il y a toujours des trucs qui sont mal faits. Et parfois, même si c'est, je sais pas, 10% de bracing en plus, bah, les résultats, ils sont beaucoup plus probants que, je sais pas, essayer une nouvelle cue un peu bizarre, tu vois. Je pensais au regard, mais en fait, le regard sur plein d'exercices, c'est hyper important. Donc, c'est peut-être pas le bon exemple. Peut-être, je sais pas, la position de certains orteils, etc. C'est Ouais, voilà, ouais. c'est ça qui faisait. Et d'ailleurs, j'aime bien faire le parallèle avec tu sais, les exercices d'assistance. Genre, j'ai mis une story tout à l'heure parce que ça me démangeait, tu vois, où je disais en fait, genre, si tu fais pas tes exercices d'assistance pendant longtemps, en fait, tu peux pas vraiment progresser dessus. Ah, Et bah en oui. fait, j'en parle parce que, bah, surtout sur du libre, parce que du libre, on sait qu'il faut quelques semaines, enfin, en tout cas, quelques séances avant d'assimiler le mouvement, le faire correctement, etc. Et tu sais, souvent, tu reprends un exercice en libre, toutes les semaines, tu ajoutes 2 kilos dessus, tu fais c'est bon, let's go, je suis trop fort, tu vois. Et en Ouais, fait, au bout d'un moment, tu te commences à tout, tu arrives à te stabiliser correctement. Et là, ça y est, tu commences à plateau. Et du coup, tu te dis, OK, bon, bah, c'est nul, je vais faire un autre exercice parce que je progresse plus dessus, alors qu'en fait, tu étais juste arrivé au stade où l'exercice il commençait à devenir efficace en fait. ouais. Et du coup, si tu gardes pas ton exercice, j'ai mis 3 mois, mais dans les faits, vraiment, si l'exercice il pose pas de problème, il Moi, non. faut le garder 6 mois, tu vois, genre. Mm. De Surtout ouf. si tu l'aimes bien. Mais moi, je veux rajouter qu'en vrai, aussi, il y a plusieurs niveaux de compréhension, en fait. Genre, c'est pas parce que Suleiman, il dit chaque année, c'est bon, maintenant j'ai appris à brace qu'il savait pas brace avant, tu vois. Ah ouais, Juste, bien sûr. il a augmenté son niveau de compréhension du bracing et même aussi, faut contextualiser tout, tu vois. Genre, la façon dont tu braces, il faut le contextualiser à l'athlète que tu es à un instant T, tu vois. Tu vas pas Mm. brace de la même façon avec une physiologie différente, tu vois. Genre, Suleiman, il a évolué, sa façon de lift aussi, elle évolue, et sa façon de brace et tout, elle va aussi évoluer. Et donc, du coup, sa technique, quand elle s'adapte à sa nouvelle
le nouveau athlète qu'il est devenu, genre forcément, ça donne quelque chose de différent. J'ai bégayé, hein, mais t'as capté. J'ai l'impression, quand je vous écoute, j'ai l'impression que je suis devenu Superman. J'ai Alors juste que pris 2 même kilos de tu poids, pas. tranquille. En vrai, oui, oui, forcément. C'est ça. Ça veut pas dire qu'avant, je savais pas brace. Mais ça veut dire que la façon dont j'exécutais ma mécanique, elle était plus suffisamment bonne, suffisamment optimale au vu de mon nouveau placement. Donc, Mm. par exemple, lorsque je prenais du poids, j'étais monté assez lourd l'été dernier. J'étais monté à 87 kilos. À 87 kilos, comment? Ah, j'ai quand même dit, c'est pas lourd. Pour un 83, ça commence à faire. Après, je me souviens, après le buffet à volonté, j'étais à 89, mais c'est une autre histoire. Et ouais, forcément, j'avais pris du poids, je m'étais mis à squatter un peu plus large, etc. Donc, ça veut dire, je vais pas positionner mon bassin exactement de la même façon, rétracter mes omoplates sur du même degré, etc. Mais ouais, carrément, ça fait sens. Et juste moi, je vais recentrer à peine le sujet. Pour moi, je dis bien pour moi, Pour moi, hein. pertinent pour une grande majorité d'athlètes de garder 1 à 2 top 7 au deadlift à l'année. Ouais, enfin, en fait, pour moi, ça dépend trop, tu vois. Genre, je peux Non, pas. ça dépend pas justement. Pourquoi? Vas-y, justifie-toi. Parce que en fait, j'ai l'impression que tout le monde a besoin de lourd sur cet exercice. Et quand je dis lourd, c'est je reste un minimum sur mes appuis. Ça ne veut pas dire RPE 9-10, mais un top 7 entre allez, 3 et 5 reps, 1 à 2 fois par semaine sur ce mouvement, c'est nickel pour garder une bonne appréhension de la charge lourde, entretenir un bon nerveux, etc. Tu vois. Et aussi, pour moi, c'est un mouvement sur lequel travailler le lourd, c'est vachement pertinent pour la technique. Je ne dis pas que ça n'est pas pour les autres mouvements, mais je trouve que c'est vachement important au deadlift. Et plus je pratique, plus je coach des gars, plus je vois que dans cette formule magique qu'on cherche forcément à avoir, il y a entre 1 et 2 top 7 au deadlift. Moi, je trouve qu'on en voit beaucoup quand même. On en voit Non, beaucoup. En fait, d'accord le avec souci. toi, man. Genre, je trouve que les seuls outliers, genre, c'est les gars qui sont très gifted pour le mouvement et qui Ouais, peuvent c'est du ça. coup tolérer en fait, d'être exposés tout le temps à du volume lourd. C'est-à-dire, limite, ils vont faire des straight sets très lourds. Ouais, Mais c'est ça. sinon, en fait, pour moi, tu es obligé de t'exposer à des charges lourdes parce que c'est un mouvement, il n'y a pas d'excentrique. Techniquement, c'est dur à appréhender. Si tu t'exposes jamais à du lourd, en fait, tu peux trop t'éloigner de ce qui est vraiment efficient sans t'en rendre compte, tu vois. Donc, C'est facile de tirer dos droit jusqu'à ce que tu te fasses dégoupiller la colonne vertébrale par 250 kilos. Merci beaucoup pour ton écoute du podcast, j'espère que ça te plaît. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier. Dedans, on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kg sur leur total. Je te préviens, il n'y a pas de formule miracle, mais si tu es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti, ça peut t'aider à progresser plus facilement. Mais en fait, moi je suis d'accord avec vous, mais pour avoir comment une idée un peu plus, enfin pour avoir un point de vue un peu plus global, je dirais que globalement, chaque mouvement pour lequel morphologiquement t'es pas gifted, tu vas avoir besoin de top 7 en fait. C'est peut-être un peu moins vrai pour le bench parce que tu peux encaisser plus facilement le stress. Après, au squat, je suis pas sûr que ça marche, ce raisonnement. Ah, je te garantis que ça marche. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai, toi. J'avais oublié tes tibias, là. Si, moi en fait je l'ai beaucoup senti parce que c'est pareil, moi tu sais, je voulais m'envoyer des straight sets, etc. Et en fait, moi j'ai remarqué, par exemple, c'est bête, hein, mais sur mon squat, mais même sur enfin, beaucoup d'athlètes qui ont des mouvements sur lesquels ils sont pas trop gifted. Encore une fois, sur le bench, c'est un peu différent parce que vu qu'il y a beaucoup moins de stress, tu sais, je pense que la limite, elle est beaucoup plus fine. Ouais, c'est beaucoup plus musculaire, en fait, comme mouvement. Ouais. Et tu vois, je pense que par exemple, tu vois, le squat, moi je l'ai vu, hein, les périodes. En fait, si je suis fort en série, c'est sur des séries longues et tout, si je sors des gros trucs, c'est impossible que je sois fort. Genre, je vais être bon sur le format et après, en fin de semaine où j'avais mes top 7 lourds. Alors que là, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai une strat qui est complètement différente, que en fait, déjà, qui a été un peu imposée vis-à-vis du rythme que j'ai en ce moment. Mais c'est surtout que, en fait, je me dis, ok, bah, je m'entraîne beaucoup moins lourd sur avoir une technique qui est bonne. Genre, c'est ma priorité. Limite, j'en ai rien à foutre de la charge sur 90% de mes séries. Il y a juste un top 7 qui est là dans ma semaine, qui est un peu le témoin de ma forme et qui me permet d'avoir un one rep max estimé qui soit à peu près cohérent, tu vois, que je puisse voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Et ensuite, le reste, c'est vraiment pas lourd, tu vois. Et du coup, ça fait marrer les gens de ma salle parce que du coup, ça m'arrive de boucler des SBD en 1 heure et demie, tu vois, sans trop me presser. Mais tu vois, je fais des 3x6, 3x7. Enfin, parfois, je monte à 4, 5 séries.
Et tu vois, ça m'arrive de finir des blocs en étant RPE 6-7, tu vois. Alors que avant, mec, je commençais, parfois j'étais RPE 9, je terminais, j'étais 9,5. Et en fait, tu sais, il y avait des. Tu sais, quand tu commences à avoir les vaisseaux sanguins qui pètent dès la première série, tu sais que tu vas passer une sale séance, tu vois. RPE Sasagayo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, 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 vu dans ce sens-là, oui. C'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle-là. Et du coup, je pense que en fait, ça peut nous amener vers un deuxième truc qui est donc un type dans la programmation avec le fait de chercher à, genre, tu vois, avoir un training qui est simple et qui est facile à analyser, tu vois, éviter de se disperser. Pour moi, un truc qui est fondamental aussi, c'est de garder de la marge. En fait, Oui. je trouve qu'on garde jamais assez de marge, en fait. Genre, évidemment, c'est dans la limite où tu continues de progresser, etc. Mais en fait, comme tu le disais, le fait de continuer de la marge. En fait, tu peux pas être plus confiant, je trouve, hein, en tant que lifter, quand tu te dis, OK, là, imaginons, j'ai fini mon bloc en faisant un PR en triplé. Je sais pertinemment que si je refais le même bloc en triplé, je peux faire genre au moins 2 kilos de plus, tu vois. Ouais. Genre, en fait, t'es trop confiant parce que tu te dis, quoi qu'il arrive, le prochain bloc, je vais PR, tu vois. T'as pas le même mindset. En fait, tu es là dans ta tête, tu te dis, je suis le plus fort du monde. Tu sais Ouais, même pas, tu sais même pas c'est quoi que tu t'en rapproches quand même, mais sans vraiment te dire, ouais, là c'est chaud, là, je peux plus rien mettre en plus. Et en fait, je pense que ça s'approche vraiment d'un concept genre de delayed gratification. Genre, en fait, c'est comme si tu t'alignes les blocs et t'épargnes, en fait. T'épargnes ouais, des exactement. gains, en fait. En fait, c'est comme si tu es là, tu essaies d'acheter une maison et tous les mois, tu essaies d'acheter brique par brique. Genre, ça va pas marcher, tu vois. Alors que genre, si tu es là, tu Au t'épargnes. départ, t'as des intérêts composés et c'est exponentiel. D'un coup, tu vois, tu cash out. D'un coup, c'est là que genre, le gain accumulé, il sera bien plus grand, tu vois. Donc, Et, garder de la marge et savoir consommer tout ton élan au bon moment, je pense que c'est la clé pour progresser longtemps. et en fait, le truc, c'est que si t'as pas de compétition, pour moi, il y a même pas de bon moment, tu vois. Genre, si tu peux continuer à PR quasiment toute l'année, que t'as pas de compétition et que t'as pas envie de tester aussi, parce que si t'as envie de tester, c'est OK quand même. Mais je trouve que ouais, ça te met dans une dynamique qui est incroyable parce que du coup, tu sais, t'es jamais vraiment. En fait, je pense que les gens oublient un truc, c'est que quand tu as un gros PR, tu sais, tu une dette. Et en gros, souvent, ce qui se passe, c'est que tu te rends pas compte, tu te dis, ouais, j'ai fait un super bloc, du coup, je claque un PR. Mais souvent, le PR, tu sais, c'est le fruit de plusieurs blocs avant. C'est Mm. pas un seul bloc qui te conduit à un PR, surtout si tu es un peu expérimenté. Genre, concrètement, tu peux pas trop t'attendre à des adaptations de zinzin en 4 semaines, par exemple. Je prends l'exemple d'un bloc typique. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils font ça, ils cassent la dynamique et que du coup, potentiellement, il faut 3 blocs de plus pour relancer quelque chose. Et encore une fois, s'ils font les choses bien. Parce que si en plus tu te dis merde, je comprends pas ce qui se passe, du coup, je vais essayer autre chose, là, c'est fini pour toi, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense vraiment, en fait, un bon conseil d'un point de vue programmation, c'est qui n'ont pas forcément pour but d'aller PR ou de faire des trucs, mais d'aller se setup à un point où on va être capable de monter encore plus, tu vois. Ouais, Genre c'est te ça. dire, là, je suis à un point A, mon but, c'est pas d'aller directement au point B, c'est d'aller, tu vois, à un point intermédiaire A', tu vois. C'est sûr qu'il allait dire à prime, je t'assure. Oh, c'est- Ça y est, vous non, mais y êtes. non. Tu vois, d'être là, juste, tu es là, tu fais ton chemin petit à petit et tu te dis juste, je vais finir à un point plus élevé, ma baseline, elle aura augmenté et j'aurai largement les ressources pour continuer ma marche, tu vois. Au lieu d'aller arriver au point B, tu es complètement en chien et juste tu retournes sagement au point A parce que vas-y, tu as tout consommé. Limite, même des fois, ça redescend en dessous, tu vois. Tu repars d'un point encore inférieur et En après, moins. pour construire, à prime. Du coup, vas-y, non, c'est chaud. Bon, du coup, pour tous ceux qui ne sont pas ingénieurs ou data scientists, je reformule. En Ou qui n'ont pas gros, fait en gros, si au lieu de faire 200, tu fais 197, et ben le prochain bloc, au lieu d'avoir 202, peut-être que tu auras 205. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Voilà. Et tout ça, je vous jure, vraiment, no fake, hein, ça me donne envie de reprendre un suivi Strength Strategy. Et je vous jure que c'est pas du pipeau. Je vous jure, ça fait combien de temps maintenant? Ça doit faire 1 an et demi, je suis en auto-coaching. Je me dis, il y a peut-être moyen de moyenner. On veut plus de toi. Oh, vous ne pouvez pas dire ça. Je sais, je suis un peu relou à coacher, mais quand même.
Non, en fait, je trouve que cette dynamique d'élan, elle est trop importante. Et par contre, s'il y a un truc sur lequel on peut se permettre de ne pas garder de marge, ou beaucoup moins que ce que les gens pensent, Et les assistances. exactement, bravo Jamy. Non, mais en fait, le truc, c'est que globalement, pour un mec qui. Voilà, je fais un extrait là, pour un mec qui passe, qui arrive en plein milieu du podcast, c'est impossible, hein, parce qu'on n'est pas en live, donc la probabilité pour qu'il y ait un mec qui se connecte à 30 minutes, qui écoute les 30 secondes et qui se casse, elle est minime. Mais en gros, s'il y a un truc à retenir au niveau de l'intensité au training, c'est undershoot tes exercices de compétition, overshoot tes exercices accessoires, et tu verras, la vie sera rose. Non, en vrai, c'est pas overshooter, mais c'est juste, je pense, être vraiment plus proche de l'échec que ce que les gens croient. Parce que tu sais, souvent sur les logs, moi je mets RPE 9, 8, généralement sur les exercices accessoires. Parce que j'estime qu'il faut être proche de l'échec. Sauf que, en fait, les gens, quand tu vois leur RPE 8, parce que tu vois, moi, enfin, j'estime que c'est RPE 8 sur une machine, chef, je blinde, tu vois. Genre, c'est vraiment, je m'envoie comme un zinzin. Et j'ai l'impression qu'un RPE 8 sur un exercice accessoire, c'est plus facile que sur un exocomp. Enfin, genre, en tout cas, visuellement, ça va avoir l'air beaucoup plus facile sur l'exocomp que sur l'exo accessoire. Oui. Et tu vois, quand je suis sur un exercice accessoire, je me dis, vas-y, je blinde. Et en fait, même parfois, je finis avec des reps qui sont très durs. Et je me dis juste, ok, je fais pas juste la dernière rep là, celle où je vais devenir violet, je sais pas si elle va monter et elle va mettre 30 secondes à monter, tu vois. Ouais, de ouf. Mais en vrai, carrément, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et de plus en plus, en fait, j'écris RPE 10. Parce Ouais. que. En fait, les Terme gens, de- ouais, ils gardent Moi, trop je de mal. fais attention Ouais, d'aller à l'échec parce que je sais qu'un RPE 9, en vrai, sur un assist, c'est dur à viser et à jauger. Donc, je me dis, au pire, je serai à l'échec. Genre, ça sera un peu trop mauvais pour ma récup, tu vois. Plus de chances que je sois vraiment au RPE 9, en vrai, en visant le RPE 10, que vraiment un vrai RPE 10 échec musculaire, tu vois. Ouais. c'est surtout sur des exercices où je mets des big formats bien longs et tout, où je sais que par exemple sur un face pull ou sur un exercice pour l'arrière d'épaule ou quoi, c'est jamais de la vie tu vas trouver un RPE 8 sur des 15-20 reps. Donc je mets RPE 10 et il se la donne jusqu'à la fin et puis voilà, tu vois. Bah, d'autant plus sur ce genre d'exo-là, tu vois. Moi, je sais qu'à titre perso, s'il y a marqué RPE 10 sur le lat pull-down, mec, c'est fini, tu vois. Je vais ramasser mes bras par terre. Déjà, même quand il y a marqué RPE 8, ça m'arrive de finir avec des reps partiels et tout, tu vois. Où je me dis, bon, j'en garde deux, mais deux reps partiels. Donc, De tu vois, partiel. niveau standardisation, on n'est pas au max déjà, tu vois. Tu sais, genre, je suis là et la rep, elle est partielle pour une bonne raison, c'est que, en fait, ça va me coûter 10 années d'espérance de vie si je descends 2 centimètres de plus. Mais Donc, ouais, ouais, ça, je pense que pour le coup, c'est un bon conseil pour beaucoup d'athlètes. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de gars aussi qui, tu sais, ils s'entraînent depuis 2 3 ans et tout. Ils disent, mais putain, je comprends pas pourquoi je suis pas plus stock, etc. Et filme tes exercices accessoires et demande-toi si tu serais fier de ça si tu les mettais en story. Ok, maintenant, Eliam, c'est à ton tour de lâcher ta Q là. Souley, il a dit quelque chose de simple. Moi, je parlais de marge. C'est quoi le tips que tu pourrais donner en plus pour les gens qui veulent genre avoir une bonne programmation, tu vois? Voilà, tu me mets dans une position inconfortable. Vous avez squeeze toutes les miettes du sujet et là, tu me dis, et toi? Et toi, là? moi, ce qui me fait, il a pas dit tu m'as mis dans une position inconfortable. Il était outré, il a dit inconfortable. Non, moi je dirais quand même que c'est d'identifier dans la programmation, genre les points faibles sur lesquels tu dois travailler et savoir à quel moment tu peux te permettre d'allouer tes ressources dessus, tu vois. Genre, enfin, une fois qu'on a identifié ce qui fait progresser sur les mouvements de force, il y a aussi des facteurs qui vont limiter la progression sur ces mouvements et tout. Et va falloir identifier, enfin, va falloir savoir les identifier. Pour la plupart des gens, ça va être tout simplement la masse musculaire, genre, donc travail accessoire. Mais pour d'autres, ça va être des trucs plus spécifiques, tu vois, genre comme la faculté à récupérer et tout, ou des déficits de mobilité qui vont faire que la qualité du mouvement va pas être incroyable. Et donc là, il va falloir inclure des choses qui vont pallier ces problématiques-là, tu vois. Donc ça, c'est mon dernier tips. C'est un peu moins dans le fais un truc simple et spam que vous. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut quand même rajouter un petit peu le petit bonus, tu vois, genre qui permet de contourner les petits pépins, genre. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Genre, je pense que c'est même genre un des meilleurs trucs. Et en fait, ça rejoint un peu le fait d'avoir quelque chose de simple.
c'est que pour moi, c'est hyper important, tu sais, d'avoir quelque chose qui soit, encore une fois, qui soit facile à analyser, mais surtout, moi, un truc que je dis souvent aux gars qui galèrent à faire leur programmation, etc., c'est, ils me disent, ouais, je sais pas si ça, c'est bien ou pas. C'est, hey, il y a une seule raison pour savoir si c'est bien ou pas. Est-ce que tu arrives à justifier le choix de tel truc à la place d'un autre truc dans ta programmation? Si tu y arrives, c'est que c'est bien, tu vois. Et si tu te dis, non, mais je mets de la presse à cuisse parce que je pense que c'est bien, machin, non. Tu vois, non, t'as pas besoin. Après, s'il pense que c'est bien et qu'il arrive à dire pourquoi il pense que c'est bien, c'est une Ouais, autre ouais, non, chose. mais bien sûr, mais si c'est juste, c'est bien, tu demandes pourquoi. Ouais. Parce que ça va me faire des plus grosses cuisses. Tu dis, ouais, mais tu vois, vis-à-vis du stress sur ton squat, etc. En fait, c'est toujours réussir à gérer un peu le truc. Je vais Et, prendre un et- exemple. Si j'ai Souleymane Turki avec ses mini fémurs là, est-ce que je vais le blaster de presse à cuisse? Sois pas indigné, s'il te plaît. Je vais pas le blaster de presse à cuisse, tu vois, tu mets plus de, enfin, tu vois, tu peux encaisser plus de squats. S'il y a plus de marge, vous pouvez mettre du squat, tu vois, genre, tu vas pas oui, tirer pleinement parti d'une presse à cuisse, à part si tu as une gêne, réhab, etc. Alors que pour le coup, je pense que Eliam, si on le prive de son hack squat et qu'on lui met 20 séries de squat dans la semaine, il va se jeter par la fenêtre du troisième étage, tu vois. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est juste que pour un lifter qui a un facteur limitant, genre au squat, qui n'est pas les jambes, bah, lui rajouter du volume dessus, ça va lui bénéficier, tu vois. S'il sait que sur son squat, son dos a juste pas. Tu vois, si son dos, il encaisse pas en fait le volume de squat et que ça empêche d'aller vraiment tabasser ses jambes, genre là, oui, c'est bienvenu de lui rajouter du volume, spécialement pour target les jambes et un peu délaisser le dos, tu vois. Mais Ouais, un athlète qui est plus gifted pour le mouvement du squat, il aura peut-être un peu moins besoin de faire de la viande en fait ouais, ouais, c'est ça. sur les et cuisses. je vais rajouter une Q bonus prime prime. Euh, c'est en fait, parfois, il faut, enfin, même souvent, dans la plupart des cas, on va chercher à ne pas uniformiser la fatigue sur une semaine. C'est-à-dire que pour un athlète donné, on va chercher à avoir un jour un peu plus haut en intensité et un jour un peu plus bas en intensité qui permettra d'être à nouveau frais sur le jour lourd que d'avoir 2-3 jours moyens, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ça peut dépendre aussi sur certains profils. Je dirais que globalement, tu sais, sur un débutant, par exemple, tu peux te permettre plus facilement, tu sais, de faire avancer les différents formats au même rythme. Et je me Mm. dis que même parfois, ça permet juste tu sais, d'aller plus vite. Mais c'est clair que dès que tu commences à coincer un peu, c'est important de prioriser, de vraiment faire peut-être une distinction entre les différents jours, quoi. C'est Ouais. ça. Enfin, Donc, moi, ne pas uniformiser. Hmm. moi, c'est vraiment primordial de savoir aussi maîtriser ces variables-là pour comprendre comment elles interagissent même au sein du microcycle et comprendre comment un jour interagit sur l'autre, tu vois. Genre, quelle position a ce squat par rapport à mon squat où j'ai mon top set et tout, et savoir comment ça va faire varier. Genre, si tu t'enlèves une série, si tu mets un peu plus lourd, finalement, en fait, c'est vraiment comprendre ces variables-là qui aident à écrire le picking qui te fait performer comme tu veux et même de taper comme il faut, tu vois, de pas surcompenser trop tôt ni trop tard, tu vois. Donc, si tu fais toujours à l'aveugle, que tu pousses tes 4 jours toujours à fond, en fait, au final, tu t'avances beaucoup plus à l'aveugle quand tu t'écris ton picking, parce que tu as beaucoup moins de données pour comprendre comment ton athlète il réagit à comment tu fais varier ton stress dans la semaine. Donc, ouais, pour moi, c'est assez important. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Là, je pense que pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, on vous a drop quelques petites clés là. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. C'est cool, ça fait connaître le podcast et ça nous donne envie d'en faire plus. Et du coup, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.